d'efforts du changement de Gilles-Christ Olympio. Lequel parti est aujourd'hui chef de file de l'opposition puisque parti parlementaire? Alors, son premier porte-parole, c'est Isaac Tiakwe, c'est lui qui est notre invité. Alors, encore une fois, monsieur Tiakwe, bonjour. Bonjour, cher ami. Comment se porte l'Union d'efforts du changement? Bien, à merveille, comme tout parti politique, avec des hauts et des bas. Vous savez, ce sont les affaires humaines. Les affaires humaines, ce sont des courants, des flots hauts, des flots qui sont bas. Mais aujourd'hui, je peux dire que nous sommes dans une dynamique de refondation, nous sommes dans une dynamique d'institutionnalisation, de faire en sorte que la vie du parti ne tourne plus autour d'une personne, que les règles du parti, que le parti fonctionne selon des règles précises, les statuts et les règlements intérieurs qui s'est donné. Ça, c'est la motivation de long terme. Ça nous permettra, l'enjeu, c'est de faire en sorte que les crises que connaissent la plupart des partis politiques d'opposition, qui sont des partis que je dirais personnels, qui sont fondés pour et par des hommes et qui, à la fin de la vie, ou plutôt au déclin de l'âge, au déclin de ses fondateurs, les partis traversent des crises parce qu'il n'y a maintenant pas de respect des statuts. Nous faisons en sorte que nous ne connaissions pas le destin de ces partis personnels, donc nous sommes en pleine phase d'institutionnalisation, former des militants. C'est une motivation de long terme, faire en sorte que ce parti soit à terme, j'estime un pronostic de 5 à 10 ans, que ce parti soit en capacité de gérer l'État, donc former des cadres. Nous avons un projet, le projet politique qui est de fonder la nation togolaise, le vivre ensemble. Nous avons un projet économique qui est fondé sur la solidarité. Nous avons un projet social, faire en sorte que les entreprises qu'on puisse créer davantage d'emplois, à donner de l'aide aux personnes âgées. Et ça, c'est quand vous serez au pouvoir. Et donc, c'est un apprentissage que nous faisons en formant nos cadres. Et pour le court terme, nous sommes en plein préparatif pour aborder les prochains scrutins sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure. Mais vous l'avez évoqué tout à l'heure que vous disiez, que le parti ne doit plus aujourd'hui se focaliser, se centrer sur un seul individu, disons, le seul fondateur. Oui. Est-ce que vous le faites à l'UFC en adéquation, ou disons, concomitamment avec le président national ou bien? Absolument, c'est lui-même qui nous a instruits, puisque lui, c'est un homme, au-delà d'être un homme de bon sens, c'est un homme raisonnable, c'est un homme qui a une intelligence au-dessus de la moyenne et qui a compris que les temps nouveaux, qui vit avec son époque, et l'époque, donc la nouvelle donne aujourd'hui, l'époque, c'est de faire en sorte, on sait bien que quand on a la culture de la transmission, on fait en sorte que quand, à un moment de la vie, on passe la main et on forme les collaborateurs pour prendre des... Donc, autrement dit, il a déjà passé la main, ou bien il est sur le point de passer la main. Il y a un processus, vous savez, c'est une dynamique, c'est en cours, c'est pour ça que vous avez de nouvelles instances qui ont été, il est là, et nous profitons encore de son carnet d'adresse, de ses connaissances, de son savoir-faire, et donc là, c'est l'avons encore reconduit parce qu'il fait l'unanimité, et vous savez qu'en général, tant qu'une personne est en vie, on ne l'éjecte pas de son siège. Et nous sommes en pleine phase de transition. Vous êtes en pleine phase de transition, mais ça fait longtemps. On ne l'entend plus. Il est là, le président national? Bon pied, bon oeil. Dans quelques jours, je crois, nous sommes aujourd'hui le 21. Dans 5 jours, nous allons lui fêter, lui adresser... les vœux de Noël. Non, pas les vœux de Noël, d'anniversaire. C'est-à-dire que le 26 décembre, il fête son anniversaire. Donc vous voyez que toutes nos pensées sont avec lui. Et il aura certainement 80 ans ou 92 ans. Mais c'est bon pied, bon oeil. Vous savez, je vous dirais, ma mère, qui a un âge plus avancé que le sien, quand vous la voyez, elle est, je dis bien le mot, extrêmement solide. Encore en pleine forme. Ah, ça je vous le dis, et voilà, je vous souhaite encore davantage. Répondez-vous à ceux qui estiment que c'est vous qui êtes la nouvelle génération de l'UFC aujourd'hui, qui empêchez le président national de prendre la parole, de peur de vous dénoncer ou d'exposer vos combines?
Mon cher Joachim, je vois que vous aimez bien l'union des forces de changement et les petites, la politique par le bas. Mais bon, vous me voyez, je suis un homme de bon sens. Mon ambition n'est pas une ambition de carrière. Hein, j'ai d'autres compétences. Mon ambition est celle de l'intérêt général, de faire en sorte que nous ayons un parti politique organisé, que nous ayons un parti politique qui décline son projet et qui génère un narratif. Pourquoi sommes-nous en politique? Quelle est l'ambition que nous avons pour nos compatriotes? Quelle est l'ambition que nous nourrissons pour penser nos blessures, vivre ensemble, faire en sorte que la politique togolaise, qui est si polarisée, que tous ces pôles de polarisation, cette politique du eux et du nous, cette conflictualité permanente qu'il y a dans la politique togolaise, c'est de faire en sorte que le climat politique s'apaise, que les gens discutent, que les gens acceptent leurs différences. C'est à cela, voilà mon ambition. Ce n'est pas une ambition de carrière. Vous me connaissez depuis des années. Je me rappelle que la première fois que vous m'avez reçu dans ce studio, c'était en août 2010. Est-ce que Maître Isabelle Amégobi, vous voyez bien que est-ce que j'ai couru derrière un Marocain? Hein, est-ce que vous m'avez vu courir derrière un Marocain? Non, mais en tout cas, je ne résume pas le débat à votre seule personne. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens... la nouvelle génération UFC. Oui, mais elle veut faire de la politique. Elle veut faire autrement. Elle a une ambition pour le pays. Oui, donc, autrement dit, vous admettez que vous empêchez le président national de prendre la parole. Non, nous n'empêchons pas. C'est lui-même qui estime qu'il y a des jeunes en capacité. Ma présence ici est la preuve qu'il a fait du bon travail. Ma présence ici en déclinant ces choses, c'est la preuve qu'il a transmis quand même un relais. C'est la preuve qu'il a insufflé une dynamique, il a insufflé un savoir-faire, il a insufflé des compétences, et ce sont ces compétences qui me permettent d'être en face de vous et de décliner notre projet. Donc, valablement, la relève est assurée. La vie d'un homme, pour l'apprécier valablement, c'est quand vous apercevez que derrière lui, les choses sont en place. Et vous connaissez nos traditions. Et vous voyez bien que, après moi, d'autres personnes viendront. L'Union des forces de changement a une vision. C'est un parti hérité des nationalistes. C'est un parti qui veut construire la nation de manière inclusive. C'est pour ça que nous avons signé avec la partie au pouvoir un accord de gouvernement qui était de faire en sorte que cette polarisation... Qui est caduque, on dirait. Oui, mais c'est l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'esprit qui nous a conduit à signer cet accord. C'est de faire en sorte que des adversaires, la politique du eux et du nous, cette manière de la détestation, de l'indexation de l'autre, la conflictualité permanente qui a caractérisé la politique togolaise, se passe et de faire en sorte, il faut bien, vous voyez bien qu'en Allemagne, à un moment donné, les Français et les Allemands ont mis de côté des siècles de rivalité, de combat, et ont accepté de construire. La construction européenne s'est faite parce que des gens qui se voyaient comme le eux, les Français traitaient les Allemands de Bosch, et les autres de grenouilles, ou les Anglais et Français. Et à un moment donné, on s'assied autour d'une table et on discute, on accepte les différences. Et il faut, quand vous avez dans un espace politique des pôles qui ne se rencontrent pas, qui ne discutent pas, vous ne créez pas la nation. Donc c'est la nouvelle idéologie. Ce n'est pas la nouvelle. C'est comme ça qu'on construit la démocratie. C'est la nouvelle posture de l'UFC, puisqu'on vous connaissait très radical. Ça, et alors, nous avons fait une évaluation des échecs. Il y a eu des débats, c'est pour ça un parti politique. Il y a des débats en interne. Il y a des réorientations politiques. Les identités politiques, quand elles sont sclérosées, quand elles sont figées, elles ne conduisent pas. Nous avons compris que la représentation que nous pouvions avoir de nos adversaires qui était une représentation comme un ennemi, une politique qui est conçue comme ami-ennemi, ça ne construit pas une nation. Et oui, certainement que nous avons réévalué notre stratégie politique, nous avons eu des débats internes idéologiques, nous avons compris qu'il fallait déconflictualiser le débat politique, le discours. Nous faisons attention à la pesanteur du discours. Vous voyez par exemple, quand vous avez dans des débats, dans des assemblées, c'est la manière même de parler qui est importante, pas des propos combinatoires, c'est-à-dire comme si vous donnez l'ordre aux autres. C'est très important. Ça permet qu'il y ait de l'estime. Ça permet une attention, une écoute. Respect mutuel. Vous dites le mot. Ça permet quand même, ça se construit. Oui, monsieur Isaac Tiakpé, les élections législatives et régionales auront lieu d'ici à fin mars 2024. S'il vous est demandé de donner une note sur 10 à la législature actuelle par rapport à comment elle s'est préoccupée des aspirations et attentes de vous, Togolais, et de moi,
l'autre Togolais, que donneriez-vous? Eh bien, je donnerai une note d'au moins 7 sur 10. Je m'en explique. Et vous avez par exemple des infrastructures POPRO qui sont faites, on continue pas à les améliorer. Il faut partir de l'existant. Le budget du Togo aujourd'hui est à 2 milliards. 2000 milliards. 2000 milliards. Il faut voir que c'est un budget qui a augmenté depuis cette législature d'environ, on est passé... Donc nous avons franchi la barre de 2000 milliards. Alors, nous avons quand même consacré une bonne partie de nos ressources à améliorer les infrastructures routières, les pistes rurales et tout. Nous avons consacré une bonne partie de nos ressources à fournir de l'aide à la solidarité. Plus de 400 milliards environ du budget est consacré à la solidarité. Nous avons consacré une bonne partie, nous avons traversé une crise économique induite par la pandémie, Covid, nous avons consacré une bonne partie de ces ressources à aider la résilience des populations dans le Nord. Nous avons consacré une partie des ressources à lutter contre le terrorisme, pour reformer nos forces de défense et de sécurité. Nous essayons de faire en sorte que dans les communes, d'aider les municipalités. Je ne vois pas le verre à moitié vide, je dis il y a beaucoup de choses à faire encore pour satisfaire les attentes de nos populations, notamment la plupart des jeunes, plus de 40% de la population qui est jeune et qui n'a pas de travail, mais ça ce n'est pas complètement le rôle de l'État, c'est de faire en sorte que l'État crée des conditions pour que les entreprises, et vous voyez que le gouvernement actuel, et en tant que chef de file de l'opposition, ayant des dialogues constants et permanents avec la partie au pouvoir à l'échelle de l'État, nous incitons à mettre en place un cadre juridique et législatif qui favorise la création d'emplois. Vous avez vu la fois dernière, vous l'avez dit ici, que la chaîne américaine Children's Place a met en place dans la zone d'Atitikopé une usine pour créer des emplois. Il y a tout un contexte qu'on est en train de mettre en place pour favoriser. Il faut voir d'où nous venons. Est-ce à mettre à l'actif de l'Assemblée nationale ou de la législature, oui, ou bien plutôt à l'actif de l'exécutif? Non, c'est un travail collectif. Nous y participons. C'est parce que nous sommes loin des estrades. Justement, le beau travail, vous parlez tout à l'heure des infrastructures, des budgets. Mais quand ils arrivent, par exemple, quand le gouvernement propose, ou nous voyons quand le gouvernement propose ces mesures, quand nous voyons par exemple dans le projet que nous avons porté en 2018, il y a beaucoup de mesures que le gouvernement a mises en place, notamment des mesures relatives à la solidarité, qui sont extraites de notre programme de société de 2018, de notre programme de gouvernement des priorités. Et quand ça vient en commission, quand le projet de loi vient en commission, nous débattons, nous l'amendons. C'est ça aussi notre manière d'être une force de proposition, d'être une opposition constructive. Ou alors nous avons des discussions, nous allons voir le chef de l'État et nous prenons rendez-vous, nous lui disons de faire telle chose, telle chose, telle chose. Oui. C'est à lui d'apprécier parce que la position qui est de l'exécutif, c'est de faire des arbitrages en fonction des réalités, parce que c'est lui qui est en responsabilité. Les réalités peuvent être des réalités d'État, par exemple la question de la sécurité, qu'il peut juger prioritaire d'allouer tel budget à telle chose plutôt qu'à telle chose, mais nous discutons, nous dialoguons constamment. Quand nous avons des propositions, nous les portons à l'Assemblée. C'est ça aussi faire la politique, faire des propositions. Donc, autrement dit, à vous écouter attentivement, oui, cette Assemblée ou cette législature est au-dessus de la moyenne, vous l'avez dit, mais elle a pu combler les attentes des Togolais. Elles ne sont pas totalement satisfaites et vous ne comblerez pas totalement les attentes, mais elle a quand même mis en place un arsenal à la fois juridique, législatif, qui permet aujourd'hui de faire que on vive mieux. Par exemple, sur la question du fichier électoral, nous avons voté la loi sur la biométrie, parce que c'est quand même une loi qui va permettre d'avoir un état civil. Mais quand fiable. Même, le fichier électoral a été fiable sur la base de témoignages. Oui, c'est pour ça, c'est pour pallier, et c'est une question qui est transversale à toute l'Afrique. Ce n'est qu'en 2019-2020 que la Côte d'Ivoire... Mais à un moment donné, il faut que quelqu'un fasse l'exception. Même si c'est transversal. Non. Parce que ce que je vous dis, c'est que là, au Togo, la question est en passe d'être résolue. Il y a le projet d'identification biométrique qui va attribuer un numéro unique à tous les Togolais dans le pays, à tout ressortissant et Togolais dans le pays.
Et comme dans tout pays où les institutions sont fortes, l'administration est bien organisée, on pourra facilement comparer que le fichier électoral avec l'état civil. Le problème de l'état civil, ce n'est pas que le Togo. Et c'est quelque chose qui en passe d'être résolu. On pourra comparer, ainsi on mettra fin à ce sempiternel débat sur la fiabilité du fichier électoral. Fiabilité du fichier électoral que je rappelle... Vous avez débattu hier, oui, au niveau du CPC. Et que je rappelle que des partis politiques sont représentés. La composition de la CENI est politique, elle est paritaire, et cette composition de la CENI permet à tous les partis politiques d'être au cœur du travail qui se fait à la CENI. Donc, quand l'OIF était venu, le fichier électoral a été édité, on avait des statisticiens, des démographes et des informaticiens. L'UFC avait été officiellement informé de l'arrivée de l'OIF. Mais même l'ANC, tous les partis politiques qui sont... Mais bien sûr... L'ANC, dites-vous? Oui, bien sûr, cher monsieur, puisqu'elle est représentée à la CENI. Non, mais l'ANC a dit... Urbi et Orbi ici même. Monsieur. Que mais elle n'a pas été informée. Monsieur. Même en conférence de presse, ça a été dit. Agbetin. Au cours des échanges. Monsieur Agbetin. Oui. L'OIF a été invité par le gouvernement. Elle a travaillé avec la CENI. La CENI, laissez-moi finir, s'il vous plaît. La CENI est composée de membres de tous ces partis. C'est une CENI politique. Ce que je veux dire par là, c'est que le travail que l'OIF a fait, c'est un travail où tous les partis, certains partis, les partis parlementaires et certains partis extra-parlementaires ont participé à ce travail. Et ils ont pris connaissance des conclusions de l'OIF. Ah. C'est vous qui le dites. Mais allez aux sources. Vous savez, ce n'est pas dans ma nature d'affirmer des choses que je ne tiens pas pour certaines. Nous le disons ici, que ce soit M. Dupuis, ou bien Francis Pedro, ou bien Alphonse Pogo, ou M. Fabre lui-même. Je répète. Ils ont clairement dit, bien que représentés à la CENI, qu'ils n'ont pas été informés de l'arrivée de la mission de l'OIF. Non, précision. Alors, précision. Vous dites qu'ils n'ont pas été informés de l'arrivée de l'OIF. Oui. Ils savaient très bien, au sein du CNAP, que les acteurs politiques au sein du CNAP ont demandé un audit du fichier électoral. Et c'est là, dans le cadre des prérogatives qui sont celles du gouvernement, c'est l'article 8 qui institue ces institutions, qui fait que les démarches elles ne sont pas exclusives, elles ne mettent pas fin au pouvoir régalien de l'État. D'accord. Ils ont invité l'OIF. Et la demande du CPC. Mais bien sûr, c'est le CNAP qui a demandé. Pardon, de la CNAP. Oui, la CNAP. Et deuxième chose, quand ils sont arrivés, ils sont représentants d'un parti politique. Naturellement, il fera ce qu'on appelle le compte rendu. Oui, c'est ce que maintenant, le compte rendu du représentant, est-ce que c'est synonyme d'être saisi officiellement par la CENI ou bien le gouvernement? Non, écoutez. Oui, après vous recevez une note officielle de la part du gouvernement, vous tenez informé que voilà, l'OIF arrive pour telle mission ou tel cahier de charge. Ne faites pas. Non, ce sont juste des questions pour nous faire comprendre. Oui, nous le savions au sein du CNAP que l'OIF était présente et l'OIF avait un cahier de charge et que l'OIF allait rencontrer la CENI. L'OIF, la question n'est pas là. La question est de savoir, est-ce que l'OIF, on croit en l'expertise de l'OIF ou pas? Deuxièmement, nous avions des capacités de mesurer. Le problème même de des personnes qui parlent de la mission de l'OIF, ils ne mettent pas en doute le travail de l'OIF. Ils ne mettent pas en doute le travail de l'OIF. Non, ils ne mettent pas en doute le travail de l'OIF. Bon, aujourd'hui, l'UFC, le fichier électoral est fiable. Pour moi, en tant moi qui ai participé à plusieurs missions d'expertise depuis 2007, dans le cadre du projet PIS, j'ai participé de manière active avec les experts de l'Union européenne, des experts du PNUD. À l'époque, l'OIF n'était pas très impliqué dans nos questions d'expertise. Nous savons comment on apprécie la fiabilité d'un fichier électoral. Grosso modo, nous avons une population électorale. Nous voyons comment cette population électorale est. Nous avons des tranches d'âge de la population. Nous connaissons la tranche d'âge de la population qui est en capacité de voter. Et nous voyons à peu près si le chiffre qu'on a in fine de personnes, d'électeurs, est-ce qu'il est en deçà, au-dessus, où il y a trop d'écart
entre la population en âge de voter. Au Togo, nous avons eu une population électorale de 4,2 millions. Le dernier recensement de l'habitat de la population nous a donné 8,95 498 électeurs. Or, nous savons que plus citoyens. Or, nous savons que plus de 51% de la population togolaise n'a pas 18 ans. Donc, mathématiquement, logiquement, notre population électorale doit tourner autour de 4 millions. 4 millions, 4 millions 2. La question n'est pas la question de savoir quels sont les écarts. Je ne dis pas que les choses sont parfaites. Que fait-on pour mettre fin à ce débat? Là, ce n'est que de la rationalité. Et je sais bien que le rationnel n'est pas toujours réel. Avez-vous souvenance quand même qu'il y avait eu des files d'attente? J'en viens. Ce qu'estime l'ANC, je voulais me garder de citer un parti. Ah oui, ben, il existe aussi d'autres formations. Oui, non, mais ce qu'estime un parti, c'est que dans la région maritime, selon leurs calculs, en se basant sur ces critères statistiques de logique démographique, c'est 22 000 personnes qui n'ont pas été, ils estiment. Et là, ce ne sont que de la rationalité, c'est basé sur de la mathématique, de la statistique pure. Ils estiment qu'il y a 22 000 personnes qui n'ont pas été enregistrées dans la région maritime. Nous déplorons la chose. Ce que nous demandons, c'est pour ça que nous voulons être en capacité de proposition. Nous avons demandé hier aux experts de la CENI, que faites-vous pour que ces incidents ne se reproduisent plus? Les représentants de la CENI passé et qui étaient même dans l'enceinte des CRV et qui sont partis en pleurs. Nous avons demandé, nous avons toujours demandé, oui. Nous avons demandé. Vous faites quoi d'eux? Nous avons demandé quelle est la possibilité qui est pour que ces personnes puissent s'inscrire. La CENI nous répond qu'il y a, dès qu'on va ouvrir, que pour ouvrir encore des kits, ça, c'est ces mêmes partis qui vont encore crier à des fraudes. Si vous prenez encore un kit aujourd'hui pour aller enregistrer des gens, vous recréez encore, vous êtes obligé de le faire partout, c'est tout un processus. Nous sommes conscients qu'il y a des personnes qui ont été laissées, qui n'ont pas été... Grosso modo... Avançons. Je ne dis pas avançons. Quelle solution nous trouvons? Nous avons demandé... Le gouvernement, la CENI, a mais vous disiez tout à l'heure que le fichier est fiable. Le fichier est... Qu'est-ce qui explique alors le caractère très houleux du débat encore hier sur cette même thématique au sein du CPC? Écoutez, c'est pas un débat houleux. La présentation qui est faite, ou alors je ne comprends les sens des mots. Mais vous savez ce que ça veut dire houleux? Houleux, c'est pour dire en Milan. Vous n'étiez pas compris, il n'y a pas eu de Québec en tant que tel, mais chacun posait beaucoup de questions à la CENI. Oui, mais puisqu'in fine, les experts nous ont donné, les experts de la CENI ont donné les éléments substantiels du rapport. Et alors, la CENI a promis que tous les partis politiques qui voudront aller récupérer ce rapport, on mettra ça à leur disposition. Le problème, il n'y a pas eu de débat houleux. Il y a eu des questions qui ont été posées aux experts, des points de vue, des constats sur les défaillances, des propositions pour pallier, notamment à la sécurisation des données, à la sécurisation du fichier électoral en général, comment faire pour que les personnes en majorité qui atteignent la majorité au moment du scrutin qui ne sont pas inscrits puissent être inscrits. Des propositions ont été faites. Il y a, vous savez, c'est ce que je disais au départ, il faut qu'on fasse attention au discours. Le mot houleux, ça veut dire, c'était conflictuel. Non, c'était pas conflictuel. Oui, mais houleux, c'était pas une scène de pugilat, mais non, mais houleux, c'est faux. Beaucoup de questions. Oui, mais donc c'est pas houleux. Beaucoup de questions. Les experts ont été assaillis. Je travaille sur les concepts. Oui. Je travaille sur les concepts. Bon, laissons les terminologies. Oui, mais c'est pas houleux. C'est pas un débat houleux. Donc c'était un débat convivial. Non, je dis très amical. Ferme, vif, mais pas houleux. Ferme, vif. Mais pas houleux, où des gens avaient des points de vue qu'ils défendaient. Quand le truc est vif, il n'y a pas un caractère. Nous avons un débat vif. D'accord. Monsieur Tchakpé, le CPC, vous êtes retrouvé hier à nouveau, alors que le gouvernement dit avoir été saisi par cette même CENI sur la base, en tout cas par rapport au chronogramme, et très très bientôt, c'est le compte rendu du Conseil des ministres qui l'a dit, très bientôt, le corps électoral sera convoqué. Alors, en quoi se justifie alors le CPC et ses rencontres? Ah, cher ami, vous m'offrez l'occasion d'expliquer certaines choses. Le cadre permanent
de concertation a été créé pour connaître des questions d'intérêt national. Oui. Ce cadre a pour vocation à faire des propositions au gouvernement qui, et ça c'est aussi une des dispositions de l'article de l'arrêté portant création du cadre permanent de concertation, cadre dont les contours juridiques ou législatifs a été bien accepté par toutes les parties prenantes, consiste à faire des propositions au gouvernement qui, dans son pouvoir régalien à un moment donné, prend des décisions parce que lui en capacité... En s'inspirant des propositions que... Absolument. C'est le cas de l'URF. Toutes les propositions en général sont arrêtées par consensus. Et effectivement, les propositions qui ont été transmises, notamment celles relatives au découpage électoral, à l'unanimité, toutes les parties prenantes à ce cadre ont acté le fait qu'il fallait augmenter le nombre de députés. Oui. On a demandé à tous les partis politiques d'adresser leurs propositions pour qu'elles soient transmises au gouvernement, conformément aux dispositions de l'arrêté qui met en place le cadre permanent de concertation. Donc ces propositions ont été faites à l'exception d'un parti qui a refusé, qui voulait connaître le nombre de députés avant d'adresser ses propositions. Évidemment, la démocratie aussi, c'est le droit à la différence, mais c'est aussi la loi de la majorité. Il y a eu un consensus, une unanimité qui a été faite, transmise au gouvernement autour de la nécessité d'augmenter le nombre des députés. Et la proposition faite était... Les partis ont proposé 117. Les partis voulaient que le nombre de députés soit arrimé, que la commune devienne la circonscription électorale. D'autres voulaient que ce soit la préfecture qui constitue pas être une circonscription électorale, mais de tempérer la chose à la fois en maintenant des acquis et de faire des corrections et démographiques et géographiques, parce que le critère démographique n'est pas le seul critère pour faire le découpage électoral. Selon l'expertise en général, ou plutôt l'ingénierie en matière de découpage électoral, il faut tenir compte des réalités sociopolitiques du pays, de l'histoire de ce pays, et vous verrez bien que quand sur 6100 km², le Togo fait 56 600 km², vous avez sur 6100 km², c'est-à-dire la région maritime, 3 553 000 personnes qui y vivent, toute la grande partie du territoire. Est-ce qu'on doit-on considérer que si vous faites ça, si vous considérez que les 3 millions, donc vous avez tout de suite un déséquilibre. Donc est-ce qu'il y a des corrections à faire? Le gouvernement en a tenu compte, en tiendra certainement compte, des corrections seront faites, on augmentera le nombre de députés de la partie maritime, et il faut maintenir un équilibre des territoires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas défavoriser une partie donnée à une autre. Donc, c'est tenir compte de trouver des coefficients de pondération entre la démographie et l'espace géographique. Voilà. Et donc, nous avons fait des propositions qui... Oui, et est-ce que l'UFC était d'accord sur les 117 propositions, la proposition des 117 députés, ou bien vous étiez plutôt pour les 121? Non, nous ne sommes pas pour 121. Nous avons introduit, c'est-à-dire que nous sommes pour qu'on mette les acquis, qu'on dédouble au goût, Ogou par exemple, et c'est des députés. On n'est plus une circonscription électorale Ogou-Agné, mais qu'on ait une circonscription de l'Ogou, Agné aussi soit une circonscription électorale, que Lac, Bamouno soit séparé, exactement. Nous proposons que le Bamouno ait 2 députés, et le Lac conserve ses 3 députés. Avec des coefficients de pondération, nous arrivons à une représentation qui sera autour de 107, 109. C'est ce que nous proposons. C'est ce que l'UFC propose. C'est ce que nous proposons. Maintenir les acquis, un critère démographique, équilibrer, pondérer ce critère démographique par des équilibres, l'espace. Finalement, le consensus n'est pas encore clairement dégagé entre vous qui êtes les participants ou bien les parties prenantes au CPC. Il y a une unanimité pour augmenter le nombre de députés, je me répète. L'unanimité pour augmenter. Mais le consensus sur le nombre de députés, ce consensus
même s'il y a consensus, c'est à l'appréciation du gouvernement. Ça, c'est le gouvernement qui décide in fine. C'est le gouvernement qui décide in fine. Alors, maintenant, revenons sur la convocation du corps électoral et autres. Je reviens encore sur la question. Si le gouvernement a déjà pris acte des propositions que vous avez eu à faire et en tient compte, et également, au même moment, pense aussi au chronogramme envoyé par la CENI et autres, qu'est-ce qui justifie encore la rencontre que vous faites? Ça va pouvoir contribuer à quoi par rapport au volet politique concernant les élections à venir? Mais c'est de faire en sorte que les acteurs politiques se parlent. C'est de faire en sorte que... Rien que de se parler? Non, mais de parler et de faire que le cadre électoral soit toujours amélioré. C'est de faire en sorte que même si la loi est prise, que les discussions à l'Assemblée, parce que le gouvernement va adopter un projet, mais ça va venir à la représentation nationale. Il y a un processus, il y a le CPC qui travaille, on transmet au gouvernement, le gouvernement qui le met en loi, un projet de loi, et ça vient à l'Assemblée. Et là, en ce moment, les discussions, au cours de nos discussions, des gens vont poser les débats en disant telle partie n'est pas bonne, vous voyez, vous n'avez pas tenu compte de ce que nous avons dit, et nous, à l'Assemblée nationale, puisque nous avons le souci... Et en ce moment, les partis extra-parlementaires n'auront plus de voix. C'est pour ça qu'aussi nous sommes chefs de file d'opposition, c'est pour ça que notre culture... Non, mais parce que notre culture, c'est celle de la participation, c'est celle de l'inclusivité. Notre culture, c'est le sens de l'intérêt général, le Togo avant tout. Ça nous permettra d'approcher au sens de prendre et d'amender et de dire, voilà telle chose qui n'est pas bien, il faut amender. Et c'est ça, la construction de l'État, c'est ça aussi la construction de la culture de la responsabilité, et c'est ça qui fera que nous pourrions améliorer. Donc, il est nécessaire que les acteurs se parlent. Donc, et finalement, est-ce que les discussions que vous faites là sont des discussions qui sont porteuses d'espoir? Absolument. Pour l'ensemble de la population? Mais absolument. Elles font qu'on n'invective plus dans la rue, on vient faire de la pédagogie, on se parle, on affiche les différences, on trouve un terrain d'accord, on établit des synthèses. Quand on n'est pas d'accord, on écrit au chef de l'État, on saisit les autorités. Là, vous avez vu par exemple un parti politique a écrit au ministre de l'administration territoriale pour manifester son dissentement par rapport à la manière dont la question du découpage fait. C'est son droit, c'est ça aussi de la démocratie. Ce que nous voulons faire, c'est une démocratie du débat, de la contradiction. Maintenant, vous êtes tous d'accord sur, oui, en tout cas l'unanimité s'est dégagée sur l'augmentation du nombre de députés. Est-ce que cela n'aura pas un caractère dispendieux pour l'État? Il revient à l'État d'apprécier. Il y a des demandes des acteurs politiques. Si vous voulez, moi, mon point de vue personnel, mais je garderai, je pense qu'une représentation telle qu'elle est aujourd'hui, il suffira simplement si on enlève on désarime Cloto-Agné, on augmenterait Ogouagné, Pelé et tout, Bamounou, etc. Et alors, moi, c'est la seule chose, je pense qu'on ira à une assemblée qui serait moins de 100. Ça, c'est ma position personnelle. Bon, c'est supportable au budget de l'État? Oui. Peut-être. Oui. C'est ce que je... Mais oui, une fois que le nombre serait augmenté, est-ce une fois aller au siège du Parlement? Oui. Dans l'enceinte même du Parlement? Mais bien sûr, puisque tel que les dispositions, les places assises, etc. sont. Si on augmentait le nombre, est-ce que vous y avez pensé aussi? Je pense que c'est une salle, la salle des plénières, vous verrez, c'est une salle de plénière qui est faite pour accueillir au moins 300 personnes. Simplement, c'est peut-être que la manière dont les travaux, on aurait voulu peut-être une plénière qui soit il n'y a pas tellement d'espace. C'est toute la construction, mais c'est une salle qui est faite pour accueillir plus de 300 personnes. Simplement, cette salle de plénière, on l'a voulu peut-être beaucoup plus plane et horizontale. Mais là, vous avez comme c'est un amphithéâtre. Et c'est bon. Et là, les amphithéâtres, vous connaissez, vous qui avez été, je ne sais pas si à l'université du Bénin, il y avait des amphithéâtres. Vous savez que même à l'université du Bénin, la question se posait. Quand l'un veut se lever, parce que vous connaissez la chose. Donc, mais le problème des amphithéâtres,
c'est un... Non, mais quand même, la population mandatée, oui, mais va-t-il aller s'asseoir comme il est dans un amphithéâtre? Non, mais si vous voulez, c'est la question des... C'est même pas ça l'essentiel. Vous m'avez ôté le mot. C'est assessoir par rapport aux problématiques du pays. Mais quand même, il faut le mettre à l'aise. Oui, pour mais... pouvoir bien réfléchir, bien cogiter par rapport aux préoccupations que les populations lui confèrent. Oui, et je pense que les autorités ont conscience de la chose. Et bon, on verra. Pour l'instant, ce n'est pas au nombre des priorités d'aller construire encore une plénière. Vous savez que ça a un coût. L'Union des forces de changement ambitionne de rafler une grande partie du nombre de députés qui seront donc qu'on va élire d'ici la fin du mois de mars. Alors, d'abord, est-ce que vous confirmez devant la population qui vous écoute de manière virtuelle cela? Bien sûr. Alors, nous sommes des moyens. Dites, monsieur Agbetim, quand on se met, dites, monsieur, pourquoi voulez-vous parler de rêve? Pourquoi parlez-vous de rêve? Pourquoi parlez-vous de rêve? Bon, écoutez, ambition, alors. Quand vous entrez en compétition, vous avez l'ambition de finir premier. En tout cas, il n'est pas dans mon tempérament d'être le dernier de la classe. J'ai une culture... Vous n'êtes pas défaitiste. Et même, j'ai une culture, j'ai une pratique. J'ai passé des concours de très très haut niveau en Europe, des concours d'agrégation qui m'ont fait, mais pour mon parti, j'ambitionne d'être, je n'ambitionne pas d'être le dernier, je n'ambitionne même pas d'être le deuxième. Quand nous avons des objectifs, quand on ne les atteint pas, on n'est pas content. Et notre ambition, c'est de devenir la première force politique dans ce pays. Le problème aujourd'hui, il y a une évaluation rigoureuse et valablement. Nous pouvons valablement concourir et occuper les premiers rangs. Est-ce que le TEPAS... Mais bien sûr, ce ne sont pas... Je veux dire, vos émissions à Lomé ça ne fait pas le Togo. Sortez un peu de Lomé, sortez du studio de Radio Victoire, vous verrez que allez sur le terrain, allez dans le pays profond. De toute façon, allez dans le Togo profond. Ne reste pas dans les mais je vous mettrai dans mes bagages pour faire campagne. Mettre dans les bagages, non. Mais dites quand même que c'est une manière, c'est une manière de parler. Je badine, je vous taquine, puisque vous aimez tant, avec votre malice habituelle, vous aimez tellement... cette ambition, on va y revenir. Non, mais très rapidement. Permettez, on va marquer la pause pour servir les annonceurs, et on revient dans quelques minutes. D'accord. En studio avec nous. Alors, je disais tout à l'heure, si vous disposez des moyens de cette ambition-là que vous nourrissez. Oui, bien sûr. On dit il y a un proverbe de chez nous qui dit que ce n'est pas le jour de la guerre que vous achetez des armes. Et pour utiliser un registre moins belliqueux, moins guerrier, si vous invitez quelqu'un dimanche, ce n'est pas ce dimanche que vous allez aller acheter la nourriture. Donc, pour aller filer la métaphore, nous allons en campagne, nous avons commencé par nous préparer, nous avons un argumentaire, nous avons un bilan à défendre, nous avons des hommes pour concourir valablement, après ce sont les électeurs qui arbitreront, nous irons sur le terrain, nous avons une implantation nationale et régionale, et donc nous allons concourir valablement à rame égale. Nous avons des candidats capables de défendre notre projet politique, ce que nous ambitionnons de faire si nous sommes majoritaires à l'Assemblée. Les mesures prioritaires que le gouvernement UFC prendra, elles sont prêtes. Nous allons défendre ce que nous avons fait à l'Assemblée. Vous nous en direz davantage au moment de la campagne électorale. Mais quand même, est-ce qu'il vous souvient aussi que le protocole additionnel de la CEDEAO dit ou interdit la modification de la loi électorale à moins de 6 mois avant les échéances électorales? Alors, j'ai anticipé votre question pour tout dire. J'ai anticipé votre question pour tout dire et j'ai ramené avec moi, puisque je n'avais pas connaissance, vous ne m'aviez pas adressé de protocole. Et en application de l'article 1, ce protocole additionnel a été signé en décembre 2001 à Dakar. Et ce protocole dit, et je vous le cite, c'est textuel, aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Il ne parle pas d'unanimité. Je l'ai mentionné hier au cours
de la 13e séance du CPC, la large majorité s'entend ainsi. Quand vous prenez 10 personnes, vous commencez par compter à partir de 6. Quand vous avez 100, vous commencez par compter à partir de 60. La large majorité, elle est facile à dégager, à déterminer. Mais bien sûr, c'est ce que la loi, c'est ce que le texte dit. Vous pouvez, aujourd'hui, les moyens de recherche sont faits. Oui. Donc, je ne n'affirme rien. Vous allez tous ensemble dégager l'unanimité autour des... oui, absolument. Oui. Alors, la modification, elle peut bien être sûr, actée. Oui, mais quand même, votre mandat, le mandat de l'actuelle législature échec d'ici le 8 janvier. Et d'aucuns parlent de vide constitutionnel. Monsieur Agbetim, oui. Une constitution, monsieur Agbetim, une constitution n'est pas à la carte. C'est-à-dire, on ne va pas prendre une partie de la constitution quand ça vous arrange et le faire. Nous avons au Togo, tout le monde se passe pour un connaisseur des constitutions des juristes. Constitutionnel dit ceci. L'article 50 des membres élus. Qu'est-ce qui a empêché alors il y a un exercice politique? Le pays a-t-il connu peut-être une catastrophe naturelle? Ou bien y a-t-il... c'est quoi? Qu'est-ce qui a empêché l'organisation dans les délais de cette élection? Deux choses. Ou bien l'UFC aurait négocié? Je répondrai deux. Un, certains arrivent en majorité et on soit en responsabilité d'une majorité. S'ils veulent fixer dans le texte constitutionnel que strictement on ne doit pas dépasser et qu'on enlève cet alinéa, ils le feront. Mais là, 3 mois, ce n'est pas... de la mer à boire, non, ce n'est pas une année. 3 mois, ce n'est pas une année, cher monsieur Agbetim. Il y a des considérations, là, il y a des considérations certainement que le gouvernement a, sécuritaires, budgétaires. Il y a des considérations que peut-être le gouvernement a. Nous avons interrogé. C'est au gouvernement d'apprécier. Et pourquoi vous qui collaborez en tant que... Bon, vous êtes... Nous ne collaborons pas. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Avez-vous soulevé la question? Avez-vous posé le problème? Oui, puisque nous sommes vos mandants. C'est nous qui vous avons mandaté à aller nous représenter là-bas. Maintenant, étant donné que le mandat est arrivé à terme, pour pouvoir continuer par travailler en notre nom, je crois que je vais venir m'asseoir. Je crois que je vais venir m'asseoir. Qu'est-ce que vous êtes venu nous dire? Mais nous qui constituons vos mandats. Monsieur Agbetim, oui, nous n'avons pas la majorité à l'Assemblée. Vous n'êtes pas à l'exécutif. De corriger ce qui n'est pas bien. Et nous le corrigeons. Mais la manière de corriger, ce n'est pas simplement dans la défiance vous-même d'intérêt général. Voilà. Et c'est ça, mais les journalistes dans cette posture. Non. Alors vous êtes un censeur. Vous prenez votre casquette, de citoyen. Le temps de dire un mot. Le sens de l'intérêt général, la responsabilité. Et il n'a pas le droit d'être informé. Bien sûr. Et c'est ce que je suis en train de faire en fonction des connaissances pour impacter l'action du gouvernement et de l'exécutif. Nous avons alors l'évangéliste Senghor qui est en ligne et qui veut vous poser une question. Évangéliste Senghor, bonjour. Oui, je vous écoute tous les jours. Une question population togolaise. Bon, je voudrais savoir si les élections, qui sont votre premier priorité au Togo. Bon, aujourd'hui, votre président, il a disparu, il s'est volatilisé en l'air, on ne le voit même pas, on ne l'écoute même pas. Alors que vous êtes un grand parti où les gens sont morts, les gens comme la dictature de paix, tous ces gens-là. Merci, bien noté. Monsieur Bozambo, bonjour. Monsieur Bozambo. Oh, bonjour. Oui. Bonjour à notre invité. Bonjour Bozambo. USC que nous connaissons avant, c'est pas USC aucun mouvement dans votre législature jusqu'à présent. Au moment que les élections approchent, et vous venez sur les médias. Et votre président, vous, en tant que USC, ce que vous avez fait, vous allez faire bien. Donc, là où nous sommes maintenant, les Togolais ont affamé. Beaucoup de personnes n'ont pas recensé. Il y avait des morts. Et au lieu de penser de faire des révisions de listes,
vous pensez d'augmenter les personnes pour aller au nombre qui vous-même qui est dans la salle de l'Assemblée, vous voyez que la place ne suffit pas. Si les journalistes viennent, ils restent debout. Et si les ministres viennent aussi, ils ne voient pas les places pour s'asseoir. Et vous êtes venu 117 pour vous rester. D'accord. Très bonne émission. Bien noté. Monsieur Kokou? Oui, bonjour, monsieur Joachim. Ah, bonjour. Comment allez-vous? Ça va. D'accord. Je salue l'invité. Bonjour. Bon, moi, je voudrais demander à notre invité, comme il a dit dans le développement, que tous les partis étaient au courant de l'arrivée de l'EIF. Non, les partis sont au courant. Pourquoi nous, le peuple, nous ne sommes pas au courant? Parce que c'était décidé qu'ils ne nous disent rien jusqu'à la fin des travaux. Pourquoi eux n'ont pas fait de communiqué pour nous dire que la CENI a demandé à l'UF de venir faire un travail en ce temps, ça se fera du temps à temps. Il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a pas eu d'émission dans les radios. Mais aujourd'hui, ils ont dit sur la radio que tous les partis sont au courant. Pourquoi ils n'ont pas passé de communiqué? Pour finir, oui. Comme concernant les élections, aujourd'hui on s'en tient au texte de la Constitution qui dit que les députés restent en place. Jusqu'à l'organisation d'une nouvelle élection. C'est la même Constitution qui demande à ce que les députés fassent un mandat de 5 ans. Et nous devons leur renouveler le mandat. De ce côté, qu'est-ce que nous pensons de ça? D'accord. Bien noté, cher ami. Et nous accueillons le dernier intervenant, c'est M. Komi. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Je repose la question de M. Komi qui reste en place jusqu'à l'arrivée des nouveaux, n'est-ce pas, les élections. Pourquoi eux qui votent les lois et contrôlent la... Maintenant, la deuxième question. Oui. Les votants là sont nombreux qui ne sont pas inscrits. Et bizarrement, au CPC, on n'entend rien de ces votants-là et vous voulez augmenter. Il en a parlé en disant 22 000 selon les estimations statistiques. C'est-à-dire, l'augmentation servira à quoi? Ça va donner le poids pour qu'on puisse bien contrôler ou bien pour bien voter. D'accord, merci. Merci beaucoup, M. Komi. Oui, l'augmentation du nombre de députés. Mais c'est une demande de la plupart des acteurs politiques. Des acteurs politiques. Mais c'est une demande de la plupart des acteurs politiques, puisque c'est un débat sans pied terre. S'agira-t-il d'un gâteau à se partager? Le débat a été posé. Il y a deux partis politiques qui en font leur marotte. Deux partis politiques qui en font leur marotte. Ou bien vous ne voulez pas les citer? Non, vous les connaissez. Deux partis politiques qui en font leur marotte d'augmenter. La question s'est posée au sein du CPC. Et le gouvernement a demandé, êtes-vous pour l'augmentation? Il y a eu de larges débats. Et c'est ça, cette unanimité. Nous avons accepté, puisque de toute façon, ça faisait partie de nos propos. Il faut corriger les préfectures. Il y a de nouvelles préfectures qui ont été créées. Donc, automatiquement, nous demandons à ce qu'on désarime certaines préfectures. D'accord. Mais le problème, c'est peut-être une augmentation du nombre entre augmenter de 5, 8 députés à passer à 117, etc. Mais deux partis en font leur marotte. Oui, maintenant, le volet, comme il a dit, les députés, c'est eux qui sont censés voter ou adopter sur les 30 jours avant. Sur les 30 jours mais avant. Le décret... Pourquoi ils n'ont pas attiré l'attention du gouvernement? Mais bien sûr que l'attention est attirée. Monsieur le gouvernement, notre mandat tire vers sa fin. Je vous explique. Allons aux élections. Je vous explique encore. En tant qu'opposition, en tant qu'acteur politique, au sein du CPC, nous avons débattu de la question et toutes les conclusions, toutes les observations des partis, on a attiré l'attention sur le respect des tests constitutionnels. Le message, le relevé de conclusion est porté par le président, le rapporteur, notamment le ministre de l'administration territoriale porté au gouvernement. Et je rappelle que être en responsabilité, c'est aussi faire des arbitrages en fonction de réalités, de nécessités que nous ne connaissons pas forcément. L'exécutif, quand il rentre en fonction, c'est celui aussi de faire respecter la Constitution. Si une Constitution, à un moment donné, s'il y a des circonstances qui font que
les élections n'ont pas été faites dans les 30 jours avant l'expiration, il y a des considérations que nous demandons qu'on nous explique, et nous savons pour notre part, et on vous a nous savons pour notre part que certaines, nous avons une situation sécuritaire qui pouvait stabiliser. Laissez-moi finir, M. Agbeti. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui. Elle est évolutive, la situation sécuritaire. Faire en sorte que dans toute la partie du Pendjal, jusque dans la partie Tone Senkase, il y a des considérations de l'État que nous ne connaissons pas certainement, qui font que ça peut... Okay. Je vous rappelle encore, il faut apprendre à relativiser les choses. Est-ce que je vais faire très rapide. C'est ça qui concerne votre priorité? Non, pas du tout. Les élections ne sont pas la priorité d'un parti politique. Un parti politique a vocation à mettre en œuvre un projet. Et je ne sais pas si c'est des électeurs renouvellent leur confiance à des acteurs politiques. Mais peut-être s'il y a un mot. Écoutez, ce que nous avons, nous frères, le fichier électoral de l'état civil. En France, par exemple, où le fichier électoral est directement extrait de l'état civil, est en cours, il n'est plus en phase expérimentale. L'identification biométrique. Il n'est plus en phase expérimentale. Nous sommes malheureusement tenus à l'écart. Mais parce que... l'UFC aurait pu sortir un communiqué pour... un fichier électoral. Ah, d'accord. Donc, voilà la question. Alors... Et vos deux piétons parteurs de la média, et que nous, en tant qu'acteurs Strose, c'est toujours un plaisir de venir chez vous. Je suis Joachim Wessi, madame, messieurs, c'est fini. Pour aujourd'hui, Vidra Kokofi et...